Les limites de la science, enregistrement produit pour le mois de novembre de l'année 2023. En fait, le titre vient du fait que, comme plusieurs êtres humains, j'ai été confronté aux limites de la science officielle, la science cartésienne, la science qui est véhiculée dans les universités. Dans mon expérience concrète de la vie, en lien avec un problème de santé. En fait, j'ai déjà fait d'autres capsules là, sur ma chaîne YouTube là, par rapport à ce problème, donc je vais en parler brièvement. C'est que dans ma situation, je suis atteint d'un lichen scléreux atrophique, problème de peau qui peut amener entre autres le méa urinaire, le bout de l'urètre à boucher. Bon, mon urètre bouchait progressivement là, il y a quelques mois. Puis là, par la suite, j'ai été opéré avec une méatotomie. Donc, une incision pour, dans le fond, déboucher l'urètre. Par la suite, suite à l'opération, donc à peu près 2 mois après, j'ai un suivi post-opératoire. Et les limites de la science, j'ai été confronté par rapport au fait que pour le suivi post-opératoire, j'ai décidé de le faire avec un autre médecin urologue, la plus haute sommité en lien avec la science de l'urologie. Donc, par rapport à l'état de connaissance actuel, c'est sûr que les gens les mieux placés, c'est les gens, à la différence de médecins de famille qui se sont spécialisés dans l'urologie, pour aborder le sujet. Et comme avec le premier médecin que j'avais consulté, je suis confronté aux limites de la science officielle dans le sens que j'ai posé la question au médecin pourquoi que j'ai développé ce problème-là de santé, là, c'est-à-dire que mon urètre a tendance à boucher. Puis lui, il me répond, ben, t'as été malchanceux à la loterie de la vie. Donc, c'est sûr que la réponse qu'il m'a donnée m'a beaucoup contrarié, dans le sens que c'est comme dans la vie, tu as une loterie génétique, donc une notion de hasard, puis il y a des gens qui sont chanceux, qui ont les bons gènes, puis il y en a d'autres qui sont moins chanceux, puis ont les mauvais gènes, puis il m'a donné cette explication-là simpliste, qui m'a contrarié, par la suite, ça m'a confronté un peu aux limites de la science parce que j'ai dit, écoutez, j'ai ce problème-là de santé. Est-ce que, en lien avec ça, par exemple, vous allez me recommander un type de diète? Parce que là, j'ai vu sur Internet, en faisant une recherche, qu'une diète pauvre en oxalate, selon certaines personnes là, sur le web, ça serait bénéfique en lien avec une personne qui est atteinte du lichen scléreux atrophique qui peut amener l'urètre à boucher. Lui, il m'a dit, ben, regardez, j'ai pas d'informations par rapport à ça. Il a été honnête. Sinon, je dis, écoutez, le stress, d'être exposé à du stress, selon vous, est-ce que c'est une variable qui peut faire moduler l'expression du lichen scléreux atrophique, dans le sens qu'à certains moments donnés, la peau devient plus rugueuse si on est plus stressé. Puis quand on est plus calme, ben, il y a moins d'expression de ça. Il s'est pas prononcé non plus. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'on est dans une situation, au moment où je vous parle, où la science se développe progressivement et la science cartésienne, la science intellectuelle a des grandes limites. Par contre, j'ai apprécié l'honnêteté du médecin que j'ai consulté parce que, au lieu de me répondre n'importe quoi, ben, il me dit, regarde, dans le fond, il m'a donné une explication fourre-tout, mais il m'a pas, dit des choses qui n'étaient pas nécessairement fondées. Tu sais, quelqu'un pourrait se faire dire, ben, prends tel régime, mais c'est pas nécessairement fondé sur un paquet d'études empiriques qui permettent de justifier cela. Donc, puis c'est sûr que dans mon cas, dans ma situation en lien avec mon problème de santé, ben, il faut que je m'enfonce une tige de polycarbone 2 fois par jour dans les jours qui suivent l'opération. Après ça, je suis posé pour maintenir le trou de l'urètre ouvert, pour pas que ça rebouche de nouveau.
Et dans le fond, lui, puis, tu sais, parce que la question se pose après un certain temps, je suis posé de réduire pour pouvoir faire ça en phase d'entretien 2 fois par semaine. Et là, j'ai dit, c'est quand je vais pouvoir faire la transition? Il dit, ben, vous êtes le spécialiste de votre problème de santé, c'est à vous par vous-même. Donc, il me renvoie la balle dans mon camp. Et bon, ça a été honnête de sa part au lieu de me dire n'importe quoi sur un protocole pour réduire progressivement. Sauf que ma situation est stressante parce que si je réduis trop vite, puis le trou de mon urètre diminue, ben chaque millimètre que je perds, je peux pas vraiment les regagner à moins d'une autre opération, d'une autre incision ou de déchirer la peau pour qu'elle gagne en largeur. Donc, ça, c'est pas agréable. Donc, je suis dans une position que je veux perdre aucun millimètre, mais m'enfoncer la tige 2 fois par jour, ça me fait mal. C'est un désagrément. Ça me garde sous tension. Donc, c'est une situation très inconfortable que je vis présentement. C'est pour ça que j'en parle et que j'ai beaucoup de compassion pour des gens qui sont confrontés. Il y en a peut-être parmi vous qui vivez ça ou que vous avez des proches en situation comme ça. Être confronté à un diagnostic d'un problème de santé, parce qu'on m'a dit, regarde, c'est tout le reste de ta vie, tu vas être confronté à ce problème-là de santé. Il va falloir que tu sois jusqu'au moment de la fin de mon corps physique vigilant pour pas que mon urètre rebouche de nouveau. Donc, ça crée une espèce de tension dans ma vie. Mais il y a des gens qui sont confrontés à des problèmes de santé, comme par exemple la personne qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Là, la personne pose la question au médecin, puis le médecin va dire, ben, pourquoi que vous avez il pose la question au médecin, pourquoi que j'ai ce problème-là? Puis il va dire, ben, je sais pas. Puis la personne est spécialiste, elle a fait des longues études universitaires, elle a fait même un doctorat au niveau intellectuel. Il y a des limites à la connaissance de l'intellect. Et je repense entre autres à une scène de mon passé où mon père, lui, est décédé là, d'un cancer là, d'intestin grêle alors qu'il avait 45 ans. Il avait rencontré un médecin que, bon, en fait, le médecin, il nous avait parlé aux membres de la famille, là, c'est-à-dire ma mère, mon frère, puis moi-même, pour nous annoncer la nouvelle que, bon, suite au diagnostic québécois il y a quelques mois, où ce qui avait été diagnostiqué avec le cancer, il avait été opéré pour enlever la masse, la tumeur, qui était maligne. Eh bien, il a été opéré une deuxième fois. Ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres tumeurs et des métastases. Donc, celui qui avait fait l'opération, il avait élevé qu'il était en phase terminale, donc qu'il ne pouvait pas guérir du cancer. Il nous avait rencontrés, puis il nous avait dit, ben, il est atteint du cancer, on ne peut pas vous dire officiellement la cause. Ça se peut que ce soit en lien avec des facteurs environnementaux, prenons par exemple des polluants. Mais ça demeure vague. C'est quand même surprenant de voir que, dans le fond, on est dans un siècle où la technologie, par exemple l'informatique, est très développée. On fait du séquençage d'ADN avec des ordinateurs. On étudie beaucoup le microscopique avec des nanotechnologies que, par rapport à des problèmes de santé comme ça demeure pas clair. Mais peut-être que dans quelques décennies, ça va être beaucoup plus clair. Et ma contrariété dans ma vie, c'est d'être confronté aux limites de la science. Certes, on a une situation plus aisée que les gens qui ont à peine quelques siècles. D'étudier l'histoire du développement de la science médicale est un grand réconfort pour moi parce que ça me permet de voir comment que ça s'est développé au fil des siècles. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y en a qui s'intéressent, je mettrai le lien web en bas de l'enregistrement. Il y a une télésérie en plusieurs épisodes qui a été développée par Savoir Média, qui a une chaîne sur YouTube qui s'intitule « De la scie au bistouri ». Et on parle du développement de la science médicale puis des horreurs du passé. Quand que je dis horreur, c'est au sens littéral, dans le sens qu'il y a des choses qui se sont faites dans le passé par une grande ignorance d'êtres humains.
Et il y a eu beaucoup de souffrance. La science, prenons par exemple le traitement des cataractes. Il n'y avait pas d'anesthésie. Fait que c'est sûr que ça devait faire mal en maudit, la personne qui se fait gratter l'œil parce qu'elle a des cataractes à froid. Même chose, quelqu'un qui se fait couper un membre à froid, on lui donne de l'alcool. Donc, quelqu'un qui se fait amputer d'un bras à froid ou avec quelques gorgées d'alcool, tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis ça n'a pas de bon sens. Il y a des choses qu'on apprend, comme par exemple George Washington qui a été président des États-Unis. Ça a été l'une des premières personnes qui a eu un dentier. Donc, ça s'est développé, les dentiers, à son époque. Et les dentiers, à l'origine, étaient faits avec des dents d'être humain. Dans son cas, il avait acheté des dents à des esclaves qui s'étaient procurés, puis c'était noté dans un journal. Puis là, on apprend que, dans le fond, il se mettait les dents dans la bouche de d'autres êtres humains pour faire son dentier. Après ça, ça a été développé. Donc, on a utilisé, par exemple, par rapport aux animaux, comme par exemple des cornes d'éléphant en ivoire. Il y a eu de la porcelaine qui a été utilisée aussi pour les dentiers, mais à la base, quand on regarde ça, un dentier était fait pour un être humain en bénéficie des dents d'un autre être humain. Donc, il y a eu toutes sortes d'aberrations médicales. Aujourd'hui, c'est un peu plus développé, sauf que en tant que patient confronté à un problème de santé, je suis insatisfait de la médecine officielle, puis si je vais dans la médecine parallèle, puis je rencontre des médiums, par rapport à un problème de santé comme que je connais, ben, on peut me sortir toutes sortes d'explications qui sont pas vraiment, dans le fond, vérifiables au niveau empirique, où ça demeure ambigu. Tu sais, quelqu'un peut me dire, ben, tu as ton urètre qui va boucher parce que tu as vécu un problème dans ton enfance. Bon, l'explication de l'enfance, l'explication d'une psychosomatisation d'un membre en relation avec un vécu traumatique. C'est une hypothèse, c'est sûr, à prendre en considération. Ensuite, les vies antérieures. On peut dire, c'est dans une vie antérieure, par exemple, tu as fait du mal à une autre personne au niveau sexuel, donc là, le prix à payer, c'est que tu as un problème avec ton organe sexuel. Donc, on peut induire un état de culpabilité en lien avec un passé, sauf que si le passé est fictif, ben, la personne, par la suite, devient prisonnier de croyances relatives au passé. Certes, la science officielle, comme le médecin qui, dans le fond, disait tout simplement la loterie de la vie ou la génétique, on ne m'embrigade pas dans des croyances à caractère nouvel-âgeuse en lien avec la réincarnation, mais c'est à un certain niveau, c'est insatisfaisant. Parce qu'il y a des choses que ça explique pas. Par exemple, la modulation de l'expression de la maladie. Pourquoi à un moment donné de ma vie, je vais avoir des poussées de lichen scléreux atrophique, c'est-à-dire des problèmes de peau qui augmentent, la peau devient plus rugueuse, désagréable, la peau casse plus, puis à un moment donné, la peau est plus douce. Puis il y a des fluctuations à différents moments de la vie. Tu sais, puis en même temps, je peux entrer aussi en transe puis poser la question à l'esprit pourquoi que j'ai tel problème. Puis il y a toutes sortes de choses que je peux m'auto-répondre dans un état modulé de conscience. Sauf que si je le fais, c'est difficile d'être objectif par rapport à soi-même. Puis l'autre élément aussi, c'est qu'on peut capter des choses intuitivement par soi-même, mais ça reste ambigu. Dans le sens que ça peut dire intérieurement, tu as ce problème-là, il y a une faille génétique. Sauf que ça ne règle pas la faille génétique qui amène le signal aux cellules de mon urètre de boucher. Donc, ça ne règle pas. C'est sûr qu'on peut rencontrer un médium ou plusieurs médiums qui vont donner différentes explications. Un médium peut dire, c'est dans une vie antérieure, tu as vécu tel traumatisme, tu étais une femme. Dans une autre vie antérieure, tu étais un homme, tu as vécu tel autre traumatisme. Dans une autre vie encore, tu as été un extraterrestre qui a vécu sur une autre planète, telle situation qui t'a amené à vivre ça.
Donc, on peut rencontrer 3 médiums différents, 3 explications différentes, mais est-ce que de connaître ces explications-là vont permettre de libérer d'un traumatisme potentiel puis de régler le problème? Pas nécessairement. Ça, c'est un autre volet. Donc, puis, être confronté aux limites de la science, ça m'amène dans un état où ce que finalement les sciences occultes, je les regarde avec un recul, puis je suis confronté à une situation de problème de santé que je dois être pragmatique, je dois être concret plutôt que de chercher la causalité du problème. Puis trouver la cause d'un problème ne va pas nécessairement le régler. Donc, et c'est la même chose pour quelqu'un qui serait atteint d'un cancer ou de problèmes de santé graves. Donc, de connaître la cause des causes qui amènent ça. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, ben, c'est lié à une transmission génétique défaillante de tes ancêtres qui a eu cours et dans le fond, où tes ancêtres t'ont transmis des traumatismes qu'ils ont vécu qui se déploient à partir de cet organe-là, parce que tu es un Québécois, puis dans le passé, il y avait une très grande culpabilité liée à la sexualité. Or, l'urètre, c'est en lien avec l'organe sexuel. Bon, ça peut être une explication possible liée à un contexte socio-culturel lié à des antécédents à caractère religieux du mépris de la chair et de la sexualité. C'est une hypothèse possible que j'aurais introjecté ça malgré moi de l'influence parentale ou d'ancêtre, mais le point que je veux faire par rapport à tout ça, c'est que finalement, dans ma vie concrète, c'est une des raisons pour lesquelles ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait d'enregistrement, je suis confronté à un pragmatisme, puis les explications à caractère occulte, je peux être en transe puis en trouver plein, sauf que ça va pas nécessairement régler le problème. C'est sûr que des fois, je cherche à talonner mon esprit pour avoir l'idée de génie, mais des fois, ça me répond que par rapport à certaines choses, je peux rien faire. Donc, ça échappe à mon ego. Et là, ça devient contrariant. Puis des fois, c'est comme une fatalité. Donc, c'est de composer avec une situation qu'on ne peut pas changer. On peut essayer de changer son rapport à l'événement qu'on ne peut pas changer, comme par exemple un problème de santé chronique important qui crée des inconforts. Comme dans mon cas, c'est de m'enfoncer une tige 2 fois par jour. Je sais que d'autres personnes, c'est de se prendre régulièrement leur taux de glycémie en se piquant avec une goutte de sang pour voir le taux de glycémie pour quelqu'un qui est atteint du diabète. Donc, d'autres types de problèmes de santé qui sont chroniques, qui amènent des inconforts. Sauf que quand je regarde tout ça, puis avec le temps, ce que je vous dirais, c'est que ma naïveté dans mon rapport à l'esprit, ou la médiumnité, ou la spiritualité, ou les gens qui entrent en transe pour des explications, a ses limites. Certes, si je contacte un médium, puis il m'hypnotise ou qu'il m'amène à déployer mes capacités d'autosuggestion pour ressentir une douleur ou un inconfort, puis ça améliore mon mieux-être, certes, ça a une utilité. Dans le fond, je vous dirais l'explication que certains vont dire farfelue, que tel problème de santé lié avec un traumatisme du passé, si l'explication en lien à quelqu'un qui ferait une hypnose régressive puis dirait c'est dans telle vie que tu as développé tel problème, puis là aujourd'hui tu en as l'extériorisation à travers une somatisation d'un organe spécifique à ce problème-là. Si on me donne cette explication-là, puis que d'apprendre ça sur le coup crée une libération émotionnelle, puis que le problème se règle, ok, ça m'intéresse. On pourrait me dire que dans une autre vie, je suis un extraterrestre pas fin qui est venu dans un passé lointain amener des êtres humains sur esclavage, en état d'esclavage sur la Terre, puis si ça me libère, on peut me donner cette explication-là, mais si ça me libère pas, ça fait juste nourrir de la curiosité. Puis, après avoir fait plusieurs recherches en lien avec mon problème de santé, puis ça aurait pu être n'importe quel de problème de santé, quelqu'un d'autre, ça aurait pu être un cancer, puis il aurait pu passer plusieurs journées à faire de la recherche. D'ailleurs, mon problème de santé, comme m'expliquait le deuxième urologue, il dit il faut que tu sois vigilant, parce que si la peau se modifie liée au lichen scléreux atrophique, c'est-à-dire la peau devient blanche, elle devient rugueuse, mais ça peut virer en cancer. Fait que c'est important dans mon cas de mettre une crème pour adoucir la peau,
faut pas que ça vire en cancer, puis être vigilant à l'état de la peau. Puis ça pour dire quoi? C'est que je suis confronté à une situation d'être pragmatique. Donc, le médecin ne sait pas vraiment c'est quoi la cause. Il y en a d'autres qui peuvent me donner des causes pour combler le vide par la science officielle, mais ça peut être des causes farfelues ou qui induisent des croyances, donc je ne suis pas plus avancé. Je peux rentrer en transe, puis ça peut me dire des choses liées à mon passé, puis ça ne règle pas nécessairement le problème, donc je ne suis pas plus avancé. Donc, finalement, ben, je suis obligé de faire le traitement médical conventionnel, de m'enfoncer une tige. Présentement, c'est 2 fois par semaine. Éventuellement, ça pourrait être 2 fois... aujourd'hui, c'est 2 fois par jour, pardon, puis à un moment donné, éventuellement, 2 fois par semaine. Donc, il y a une diminution, mais comme le médecin me disait, le deuxième urologue que j'ai rencontré, ben, moi, quand je l'ai rencontré, j'étais content pour voir s'il n'y avait pas un protocole à me proposer pour diminuer progressivement. Il m'a fait la réponse intelligente de me dire ben, c'est toi le spécialiste de ta maladie pour mettre le patient au cœur de son traitement. Ben, c'est sûr c'est sympathique comme approche parce qu'il me considère comme un spécialiste, que c'est à moi de moduler, mais si j'ai pas de protocole, puis je module, puis mon urètre se rebouche progressivement, c'est pas mieux. Fait que ça me crée un stress, ça me crée une tension. Donc, sinon, je rencontrais un médium. Puis, avant que je le rencontre, ça me dit intérieurement que j'en avais pour 3 mois dans le traitement intensif. Le médium, sans qu'il sache cela, il me dit que j'en avais encore pour 3 semaines, puis ça correspondait avec le délai. Donc, c'était la même information, ce qui fait un total de 3 mois là, au moment que je l'ai rencontré, par rapport à ce que j'avais capté intuitivement. Donc, il a capté peut-être la même information. Fait que là, ça donne de la crédibilité pour, à partir de 3 mois, diminuer. Mais il fait juste corroborer une perception intuitive que j'avais eue en lien avec ça. Donc, des fois, les médiums ou les gens qui font de la consultation, ils vont percevoir des choses qu'on perçoit déjà, puis comme ils perçoivent les mêmes choses que nous autres, ben des fois, ça nous sécurise. Dans le fond, c'est la prolongation de petite voix intérieure, si on peut dire. Donc, je vais voir les choses, comment ils vont évoluer par rapport à mon problème de santé. Sauf que toute cette situation-là, parce que j'ai tombé dans des jeux de réflexion à différents niveaux au fil des jours par rapport à ce problème-là qui me préoccupait, voire m'obsède. Oui, à un certain niveau, je peux être transférent avec vous, ça m'obsède, mais le fait que ça revient vite, là, tu sais, à tous les 12 heures, m'enfoncer la tige, fait que c'est sûr, ça m'habite beaucoup. Puis le stress qui est causé, avant que je sois opéré, le stress d'être opéré à temps avant que l'urètre bouge complètement. Une fois que je suis opéré, le stress, c'est que l'urètre ne se rebouche pas complètement, puis que l'ouverture puisse être maintenue ouverte le plus longtemps possible. Donc, il y a toujours une tension. Si je n'avais pas ce problème-là de santé, il y aurait d'autres tensions dans ma vie. Nos vies sont des continuums de tensions. Puis si on réfléchit continuellement aux problèmes, ben c'est là qu'on se fait gruger notre énergie vitale. C'est là qu'on se fait vampiriser. Est-ce que, en lien avec mon problème de santé, j'ai dilapidé beaucoup d'énergie au cours des derniers mois, un peu plus de 2 mois? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il aurait pu être autrement? Je vous dirais que, pour des raisons de fatalité, non. Pourquoi? Ben, quand on est confronté à un nouveau problème de santé, ça crée un stress. Puis dans mon cas, ben, c'est comme une fatalité, c'est comme une situation qui est un enchaînement de certains éléments. Donc, c'est comme quelqu'un peut dire, ben, s'il arrive telle chose, non, je ne stresserai pas, mais dans les faits, la personne est mise sous tension, puis elle va stresser malgré elle. Donc, tout ça pour dire quoi, cet enregistrement-là? C'est que la science officielle cartésienne est en construction. C'est sûr que d'un côté, c'est bien qu'elle soit critique par rapport aux croyances, au nouvel âge, au Moyen Âge psychologique qui amène à adhérer à des éléments qui induisent
des états d'être. Hein? Tu sais, si la personne te fait dire que tu n'étais pas fin dans une vie antérieure, c'est à cause de ça que tu as un problème de santé, puis la personne a vit de la culpabilité. C'est sûr que ça va l'alourdir, là. Elle sera pas libre dans le mental. Donc, ça nous enchaîne, dans certains cas, un passé à de la réflexion. Puis, la science officielle va nier à l'heure actuelle l'existence des vies antérieures pour ces choses-là, en étant plus de type matérialiste. Dans un sens, ça protège des abus de croyance, mais dans un autre, la science linéaire, elle explique pas tout. Donc, ça me laisse sur ma faim. Quand j'ai rencontré l'urologue, je suis pas satisfait. Si je vais voir quelqu'un dans le nouvel âge, ben, il va me sortir une explication, puis je pourrais pas vraiment la vérifier. Je ferai pas un voyage dans le temps pour savoir si dans une vie antérieure, c'est bel et bien vrai que j'ai fait ça. Puis en même temps, la question des vies antérieures est sujette à discussion. Parce que certaines personnes vont parler de vie parallèle. Et avec le temps, je suis de plus en plus dans la perspective que tout a lieu maintenant et que, dans le fond, on n'est pas séparé du passé, du présent, ni même du futur. Tous les temps se déroulent simultanément à un certain niveau. Puis là, si tout arrive simultanément à un certain niveau, ben, c'est-à-dire qu'une existence qui serait dans une perspective linéaire associée au futur ou au passé pourrait m'influencer. Mais moi, je pourrais les influencer aussi parce que tout influence tout. Et là, ça devient difficile d'en venir à une cause isolée, comme par exemple quelqu'un qui a un problème de poumon. On peut isoler la cause potentielle en disant « Ah, ben c'est parce qu'elle fume la cigarette, cette personne-là. » Même chose pour le cancer de la boucle de la gorge, même chose pour un paquet de cancers. Le tabagisme, là, à l'époque actuelle, c'est la cause de plein de problèmes. Sauf que là, dans une perspective multifactorielle, au niveau de l'intellect, la façon que je vois ça, c'est impossible d'isoler totalement une cause parce qu'il n'y a rien qui est isolé totalement du tout. C'est un continuum énergétique. D'ailleurs, entre toi et les autres, il n'y a pas de distance dans l'absolu. De ma compréhension de la réalité, on participe tous au déploiement d'une même énergie. Donc, il y a une seule conscience, mais avec un coefficient d'individuation multiple, c'est-à-dire que une même énergie qui cherche à s'extérioriser à travers plusieurs égaux. Et donc, quand on part d'une perspective comme ça devient problématique d'envisager la linéarité de certaines causes, des corrélations entre des variables qui vont donner des explications. Donc, je vis en fonction d'un système en tant qu'ego qui échappe à ma capacité de réflexion, puis je dois être capable de soutenir cette situation-là sans sombrer dans l'insécurité psychologique puis la compulsion à vouloir savoir pour me sécuriser. Donc, j'ai à faire un lâcher-prise par rapport à mon problème de santé, même si c'est extrêmement désagréable, pour être strictement dans une perspective pragmatique pour gérer ça dans la vie de tous les jours pour diminuer les dégâts ou les limites associées à mon problème. C'est comme, dans le fond, dans une certaine perspective, on peut dire la cause, on s'en fout. Ce qui importe, c'est d'être bien dans sa peau ici et maintenant. Peu importe la cause du problème, c'est secondaire, dans le sens que si je sais la cause, c'est lié à un traumatisme du passé ou pas, si ça ne règle pas le problème, c'est pas principal. Ce qui est principal, c'est d'être bien ici. Puis là, je tombe dans la perspective pragmatique du médecin l'urologue, par exemple, il constate que l'urètre est bouché, un peu comme un plombier, on va déboucher, on fait une opération. C'est sûr que je trouve ça très désagréable d'avoir été opéré. Au moment de l'opération, c'était gelé, ça faisait pas mal. C'était dans les heures qui ont suivi. En fait, d'une perspective pragmatique, qu'on sache ou non la cause du problème, si d'agir en faisant une opération permet de régler le problème, c'est ce qui est utile à faire. Donc, c'est ce que fait la science. La science constate, OK, l'urètre est pas mal bouché, donc on va ouvrir pour refaire, dans le fond, le trou de l'urètre puis déboucher. Ça, c'est la perspective médicale traditionnelle. Donc, c'est ça, je comprends cette perspective-là plus avec le temps. Puis tout ça pour vous dire quoi? Ben, j'ai essayé de comprendre la vie d'une perspective occulte sur plusieurs années. Ça m'amène des explications qui sont pas claires, qui sont souvent floues. Des fois, au niveau intuitif,
je perçois des choses, puis d'autres personnes me confirment certaines perceptions. Par rapport à, par exemple, un traitement médical qui doit durer 3 mois, que j'ai l'intuition spontanément, OK, c'est 3 mois que je dois faire telle chose, puis après ça, j'ai une confirmation, mais même ça a ses limites. Puis sinon, si je regarde au niveau de l'esprit, pourquoi que l'être humain est confronté à des situations qui l'échappent? C'est parce que sa capacité réflexive avec laquelle il cherche à appréhender les phénomènes ne lui permet pas de le faire. Et il doit accepter que la réalité est plus vaste que son intellect. Donc, c'est le constat fondamental auquel j'en viens. Est-ce que l'être humain peut contrôler sa vie? Dans l'absolu, la réponse c'est non. Donc, l'être humain va toujours être confronté à des événements des situations du quotidien ou des problèmes de santé qui sont en dehors de son contrôle, qu'il doit subir. La chose qu'il peut faire, c'est tout simplement d'essayer de composer intelligemment par rapport à elle. Donc, c'est ce que j'ai à dire dans le cadre de cet enregistrement. C'est sûr, ça se termine un petit peu en queue de poisson parce que par rapport à mon problème, j'ai pas de solution miracle. Certes, je peux mettre une crème à base de cortisone pour adoucir la peau, mais j'ai pas. J'aimerais ça arriver avec une situation qui règle tous les problèmes au niveau santé, financier et autres, mais c'est pas le cas. Et c'est sûr que dans les derniers jours, j'avais comme un mouvement de me détourner un peu des études occultes pour être dans le très pragmatique. Un peu comme les gens dans la société qui se sont pas intéressés à la conscience supramentale, puis l'instruction occulte, puis leur façon de vivre, c'est très ancré dans la matière. Donc, c'est quoi qui me permet d'être en santé ou de faire de l'argent en s'appuyant sur l'intellect. Mais ça aussi, ça a ses limites. Fait que c'est toujours des situations où ce qui est vérifié avec l'intellect sur le plan physique est limité, puis il y a une dimension invisible qui nous échappe, mais quand on va dans l'étude invisible ou occulte, on peut être confronté à de la désinformation en lien avec des croyances qui peuvent nous être induites par d'autres individus de notre environnement bien intentionnés, spirituels, qui vont nous amener dans la conscience des idées qu'on a connues des vies antérieures, on n'a pas été fin, puis c'est pour ça qu'on a des problèmes de santé. Donc, on peut induire des croyances. Où ce que la science, en guillemets, officielle s'arrête, ben là, c'est là que les croyances peuvent rentrer. Mais si on va pas dans l'occulte, ben on a une partie de la multidimensionnalité qui nous échappe. Donc, on a des pièces du casse-tête d'une équation qui est en lien avec une problématique qui nous échappe. Donc, il faut être ouvert tout en faisant preuve d'esprit critique pour pas être manipulé. Mais si on est trop dans le volet terre à terre ou juste se centrer sur la réalité physique, ben, il y a une partie de réalité qui nous échappe. Puis si on explore l'autre avec trop d'ouverture d'esprit, ben, on est naïf. Donc, ça prend un équilibre pour composer avec le réel, puis ça, c'est pas évident. C'est sûr que l'enregistrement que je fais présentement, je suis conscient que ça attirera pas 1 million de personnes, là, dans le sens que je parle des limites de la science de l'esprit, puis les gens doivent les constater aussi, les limites de cette science-là, dans le sens que il y a des instructeurs qui sont morts du cancer de l'intestin, il y a plein de personnes qui ont des problèmes de santé, puis comme je discutais aujourd'hui avec des gens sur l'heure du midi, ben il y a une personne qui m'a dit, elle dit, regarde, peu importe ce qu'on va faire, là, on va finir par mourir. Donc, c'est vrai que sur le plan physique, que la personne, par exemple, ben c'était bon. C'est qu'elle dit, ben quelqu'un qui prend de l'alcool, c'est bon pour prévenir des problèmes cardiaques. Si la personne en prend trop, ben ça peut développer une cirrhose du foie. Ou quelqu'un, par exemple, qui s'expose au soleil, c'est bon pour la santé parce que ça lui permet d'avoir de la vitamine C. Ou c'est la vitamine D, là. En tout cas, c'est une des deux. Donc, la personne qui s'expose, dans le fond, au soleil, c'est la vitamine 2, en fait. D, pardon, que ça lui permet d'avoir accès. Sauf que si elle s'expose trop au soleil, ben, elle peut développer un cancer de la peau. Fait que là, c'est une question de dosage. C'est la même chose pour plein de choses.
Donc, en discutant avec ces personnes-là, ben, ils m'ont dit, peu importe ce que tu peux faire, vouloir faire pour favoriser ta santé, ça revient à dire que ton corps physique est limité puis tu vas finir par mourir. Fait que là, c'est comme jouer donc de la vie au lieu de te casser la tête, de te préoccuper de trop de choses. C'est sûr que si on s'en préoccupe pas trop, si on s'occupe pas assez de notre santé, ben c'est elle qui va écoper. Puis si on s'en préoccupe trop, ben c'est pas bon parce qu'on tombe dans de l'anorexie mentale. Puis là, on veut tout contrôler les variables. Puis même à ça, c'est qu'il y a toujours des variables qui sont à double tranchant. Ben comme je pense l'exposition au soleil, c'est un des meilleurs exemples, dans le sens que l'exposition au soleil, c'est bon pour la santé du corps, un peu d'être exposé un peu un certain nombre de temps, mais trop, ça peut occasionner le cancer et ainsi de suite. C'est la même chose pour un paquet de substances qu'on peut manger. Donc, finalement, la discussion revenait, ben, profite donc de ta vie puis casse-toi pas la tête. Certes, il y a des facteurs comme par exemple le tabagisme, l'excès d'alcool ont une incidence, mais à part ça, c'est comme, dans le fond, quand on cherche à comprendre ou à en venir à un état d'équilibre supérieur, on en vient tout le temps à la compréhension que le corps est polarisé dans un sens ou dans l'autre et qu'il y aura toujours des effets néfastes liés à un jeu de polarisation. Dans le sens que si le corps n'a pas assez de soleil, c'est pas bon pour la santé. Donc, il risque d'être carencé par rapport à la vitamine D. Si le corps a trop de soleil, ben c'est pas bon non plus parce que ça peut amener des mutations génétiques de la peau qui vont amener des cancers. Ensuite, on pourrait faire le même exercice par rapport à différentes substances que la personne peut prendre. Dans le sens que si la personne prend trop de sucre, ben c'est pas bon pour la santé. Elle peut développer un surplus de poids, de l'obésité si elle emmagasine ça dans son organisme. Puis si l'organisme n'a pas assez de sucre, c'est pas bon parce que le cerveau se nourrit du sucre et en a besoin pour fonctionner. Dans un sens, on peut jouer avec les polarités puis avoir tout le temps raison. Dans le sens que être exposé à du soleil, c'est bon si on le prend dans une perspective d'un certain dosage. Un autre dosage, c'est pas bon. Fait que c'est comme dans la politique, hein? Chacun des partis politiques va tirer la couverture de son côté, va chercher à avoir raison puis mettre en échec les autres. Donc, on peut faire la même chose pour l'étude de la santé par rapport à, par exemple, l'étude de la finance, où on peut dire, ben, s'endetter, c'est pas bon, parce que ça appauvrit l'individu, mais en même temps, l'endettement peut être utile parce que si c'est un effet de levier, dans le sens que, par exemple, une personne réhypothèque sa maison avec un taux d'intérêt, disons autrefois, parce que là, au moment où je vous parle, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, mais si par exemple la personne avait un taux d'intérêt de 3% à payer, mais qu'elle utilise l'argent que lui permet d'avoir en réhypothéquant sa maison pour acheter des actions, ou un indice financier qui est en lien avec les plus grandes entreprises américaines, puis qui lui donne une moyenne de rendement de 7%. Bon, ben, si la personne elle doit payer un intérêt de 3%, mais elle fait 7% de rendement, ben, elle s'enrichit de 4%, là. Donc, un effet de levier qui est là, c'est dans le sens que ça génère plus de profit que de dettes d'emprunter. Donc, dans certains cas, ça peut être utile. Donc, c'est toute une perspective de déconstruction de certaines formes ou de certaines linéarités de certaines choses qui m'amènent, entre autres, à faire cet enregistrement-là, puis d'autres enregistrements. On crée des morales qui sont régulièrement déconstruites ou des narratifs qui sont remis en question par certaines personnes, dont moi-même. Je suis dans une perspective de déconstruction et de remise en question par rapport à ce qui se passe présentement là, avec les pays de l'OTAN qui ont un parti pris favorable à l'Ukraine. Je me questionne sur la pertinence d'agir ainsi. Même chose pour les pays qui ont un parti pris favorable par rapport à Israël. Même chose par rapport à la période qu'on nous a dit de pandémie au début des années 2020. Même chose par rapport aux récits culturels liés au changement climatique. Donc, je suis dans la perspective du sceptique qui remet tout en question.
Donc, c'est ça que j'avais bien aimé l'instruction de Bernard de Montréal qui nous amenait à ne pas croire l'esprit, surtout pas, donc notre propre conscience, la conscience des autres, la conscience aussi des êtres de nature occulte, des extraterrestres, les êtres qui peuvent se faire passer pour la Sainte Vierge ou d'autres divinités en relation que le folklore culturel, donc ne pas croire. Donc, en ne croyant pas, ben, on est moins prisonnier de croyances, de propagande. Et ça donne une certaine forme de liberté psychique. Sauf que ça n'explique pas la cause de certains problèmes ou certaines situations. Ça ne nous donne pas accès nécessairement à ce type de savoir-là. Et comment dire, dans le passé, j'avais comme croyance que la compréhension occulte de certains phénomènes me permettrait de les régler, alors que même si je peux aller chercher une explication par rapport à un problème en entrant en état de transe ou en extériorisant mon intuition, en discutant avec un médium qui va être au diapason avec ma sensibilité, il va me refléter des intuitions profondes que je porte en moi, même à ça, c'est pas nécessairement parfait. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est à l'individu d'être au cœur de sa vie et d'être au gouvernail de son existence. Et l'importance des forces ou des intuitions qu'on peut avoir ou des idées spontanées dans le mental qui émergent, qui semblent survenir de nulle part, ben, je remets tout ça en question, la propagande médiatique, la médecine officielle aussi. J'ai une attitude critique par rapport à tout présentement. Donc moi-même. Bon, là c'est vrai, là, je vais arrêter de faire cet enregistrement-là. Je vous dis à bientôt, bonne fin de journée, au revoir.